Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je sais qu'il a horreur de ça, hein, Julien Kitty, mais il va devoir l'assumer aujourd'hui, puisqu'il est avec moi dans ce studio pour cette émission, ce numéro de Point 7. Point 7 qui, je vous le rappelle, chaque semaine, je fais le devoir de revenir à froid sur les événements les plus importants de la semaine, histoire quand même de les décortiquer, d'aller au fond et de voir les aspects qui ont échappé au grand monde. Et pour l'exercice cette semaine, Julien Kitty est avec moi. Bonjour, bonsoir. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM. J'aime bien votre manière d'introduire, d'attaquer votre émission, de rentrer de plein pied dans votre émission. Surtout que vous n'êtes pas toujours dans cette solennité-là à tout moment. Bon, mais quand ça vous plaît de vous rappeler ces formules classiques, c'est l'école. Pas moment dit de vieillerie, mais qui n'ont pas véritablement pris des rites. C'est par rapport au temps qu'on pense que c'est des vieilleries, mais ramener ça de temps à autre, c'est pas mauvais en soi. J'espère que des noms comme Georges Hamelin, des noms comme Clément Ruinontin, des noms comme Isidore Zissou ne nous écoutent pas à ce moment précis, parce que voilà des gens qui nous ont légué vraiment le savoir-faire et comment faire ce métier-là. Donc quand vous allez traiter ces formules de vieillerie, j'espère qu'ils ne vont pas nous tenser. Non, j'ai bien précisé que en fait, quand je parle de vieillerie, c'est pas que c'est pas correct. Non. Ça ne fait peut-être plus effet de mode. Et la mode n'est pas forcément la meilleure qualité. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui qui est forcément la meilleure qualité, mais simplement que quand vous êtes journaliste, quand vous êtes animateur, vous êtes dans la communication, voire la communion avec les auditeurs, les téléspectateurs, vous êtes partagé entre ce qui est normalement classique et bien, correct, mais vous êtes entre ça et puis les nouvelles tendances, ce qui accroche parmi nos auditeurs, en tout cas les férus de Point 7, c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup dans l'élite, il y a beaucoup d'intellectuels, parce que ça, il faut s'en réjouir, c'est-à-dire que nous faisons des débats d'un niveau donné, ça les accroche, ça je le sais, mais également il y a les jeunes qui ont besoin de nous écouter, de se forger au-delà du bling-bling qu'ils font là, de se forger de grandes capacités d'analyse, de se forger un niveau de maîtrise de discours qui leur permettent eux aussi de devenir des intellectuels, en tout cas plus ou moins acceptables pour que notre pays puisse avancer. Donc, c'est tous ces intérêts, ces centres d'intérêt que nous concilions. Mais je précise, au moment où ces formules étaient les meilleures, les plus raffinées, ce n'était pas que c'était mauvais. Quand je dis vieillerie, c'est entre griffes, j'ai pas dit connerie, j'ai pas dit que ce n'est pas bien. Et puis les noms que vous citez là, même en le temps où il brillait de mille feux, et malgré l'âge, je le précise, soit dit en passant, si vous leur redonnez le micro aujourd'hui, ils vont vous émerveiller, parce que... L'exemple simple, c'est René Berrois, depuis quelque temps sur Radio Cotonou. Voilà. Il n'a rien perdu, de sa verve au micro. Voilà. Et sa beauté, la beauté de sa voix et sa présence. Voilà. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est sa façon, on va dire, littéraire ou légendaire d'attaquer le micro et chaque fois de laisser les gens quand même sur une certaine fin. Non, mais en fait, c'est un travail
une bonne fondation, c'est un travail. Ça, moi, j'ai fini par faire ma religion là-dessus. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Même si tous les jours, un bon journaliste, dans la dimension artistique du travail, s'invente. Mais, s'invente et se réinvente. Le soubassement, ça ne s'invente pas. Ça se prépare. Je pense que, quand vous écoutez Isidore Zinsou aujourd'hui, mais écoutez, vous avez l'impression d'écouter encore cette voix, cette qualité de voix, cette diction, cette finesse dans la voix, qui, dans les années que je dis là, arrêtait tout Cotonou avec sa revue de presse. Permettez-moi de revenir un peu sur ce rendez-vous hebdomadaire presque vénéré par Interfréquence 7. Interfréquence 7, et puis la revue de presse. La revue de presse avec son timbre vocal. Et bonjour. Moi, je me demandais si ces personnes-là, n'avaient pas fait à côté du journalisme, s'ils n'avaient pas pris un peu de coups de théâtre. En fait, quand j'écoutais Isidore Zinsou à la radio nationale, j'étais un féru de Isidore Zinsou avant d'avoir le bonheur et le privilège de travailler à ses côtés au journal Le Républicain, parce que j'ai eu le bonheur d'être parmi les premiers journalistes recrutés là, quand le quotidien Le Républicain était né, avec le groupe Afrique Média qu'il dirigeait, qu'il avait eu le courage de demander une mise en disponibilité pour créer dans le privé. C'était fort. Mais ce monsieur, lorsque ça le prenait de répéter, de marteler une expression dans un texte, ça donnait une certaine cadence, une certaine musicalité. Isidore Zinsou ne retrouvait pas l'expression en vérité dans son texte sans le répéter. Il dit en vérité. En vérité, vous voyez, je n'avais entendu ça que... Il y avait aussi des terminaisons de phrases qu'il reprenait comme ça. Moi, je n'avais entendu ça répété comme ça que dans les cours de catéchisme, où on nous disait que Jésus avait dit en vérité, je vous le dis. J'avais retrouvé à la radio quelqu'un qui, sans être dans le sacerdoce de Jésus, était également dans une grosse communication. Et ça accrochait. J'ai eu l'occasion de le lui rappeler encore il y a quelques semaines ou quelques jours où on échangeait. Il m'a dit ceci. Je lui ai rappelé d'ailleurs qu'il y avait un fameux un célèbre vendeur des produits de la loterie nationale qui stationnait, qui était condamné d'ailleurs à garer sa voiture de vente de produits à l'Étoile Rouge à Cotonou, et qui mettait le volume à fond avec les haut-parleurs, et tout le monde s'arrêtait, la circulation s'arrêtait comme par enchantement. On voulait écouter la revue de presse de Isidore Zinsou. Et quand ces personnes-là prenaient, ils ouvraient son émission hebdomadaire dont vous avez parlé, Interfréquence 7, mais les invités, même ça, tu pouvais être ministre, tu pouvais être n'importe qui, des professeurs d'université. Tu sais que celui qui introduit son émission, il est maître de l'affaire, il maîtrise l'affaire. Et donc toi-même, tu te prépares avant de venir. Donc, ces personnes, on ne saurait jamais remettre en cause des formules qu'ils utilisaient. On ne saurait citer Isidore Zinsou, René Bewa, sans citer les Ephraim Quenom. Il y a je ne sais pas si Ephraim Quenom doit être plus âgé que Cadnel Quenom, que j'ai écouté quelques années après, qui avait, je ne sais pas si c'est une affaire de Quenom que d'avoir une si belle voix. Et la rhétorique. Voilà. Quand vous avez parlé de René Bewa, non, mais là c'est la totale, et la maîtrise. Et il a dit d'ailleurs quand il a été, avant de commencer par officier encore à Radio Cotonou, donc la radio de la mairie de Cotonou, il a été reçu par notre confrère Honoré Naoum pour revisiter lui-même son parcours et sa carrière. C'est sa carrière. Alors, il a parlé de la lecture. Oui, et ça je suis entièrement d'accord, et que nous c'est pas pour nous vieillir, mais quand nous parlons, on peut déjà parler de nouvelles générations, de gens qui sont derrière nous, qui viennent après nous. Mais je dis, ne prenez pas du plaisir à entretenir, à chérir des retards de lecture. Non, vous pouvez pas faire ce métier sans avoir lu, lire, presque en griffes,
jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. C'est-à-dire que vous soyez physiquement épuisé et vos yeux soient épuisés. Alors, je m'en voudrais de ne pas citer. Vous avez parlé de Clément Wedontin, qui ont fait aussi un tour de la radio et paix à son âme. Francis Zossou, c'était des gens qui avaient la maîtrise de leur émission. Ils étaient patrons de l'affaire parce qu'ils étaient compétents. On ne va pas... La télévision nationale ne trouvait pas lorsqu'on disait le 20h. Ouais. Quand le 20h voulait sonner, le journal doit être présenté. Vous étiez là à discuter, à dire, mais est-ce que c'est Didier Faladé qui va le présenter? Est-ce que c'est Mohamed Yessoufou Saliou qui va le présenter? Est-ce que c'est un certain, ça va me venir, André-Marie Johnson. Voilà, monsieur. Gérard Migan. Ouais, Gérard Migan. Justin Roger Migan. Tonton Johnson, franchement, je ne sais où tu es. Ton fiston, Julien Titi, on te fait un gros coucou. Ouais. Que eux, ils étaient quand même, lui, André-Marie Johnson et Gérard Migan, c'est l'occasion pour moi de leur rendre hommage. Par ici, c'était des gens qui avaient pris la toute première équipe de Eden TV et de Diaspora FM en main. Quand vous avez eu ces personnes-là dans votre encadrement, franchement, il y a quelque chose que vous avez au-dessus de beaucoup. Oui, un cran au-dessus. Merci. Parce que, franchement, on cessera. Je n'oublierai pas. Paix à son âme aussi. On fera peut-être toute une émission là-dessus. On risque de finir l'émission, hein. Oui, c'est pas un problème. Il le mérite bien. Vraiment. Un certain, paix à son âme, Gaston Kwasi Apla, qui, paix à son âme également. Monument. Et ils ont animé des émissions à des moments sensibles de l'histoire du Bénin. J'ai vu Gaston Apla un jour animer un plateau au soir d'un scrutin où un ministre, je crois, de la Défense ou de l'Intérieur était sur le plateau, un certain Georges Guédou. On l'appelait Daguidou. Et il parlait comme s'il devrait imposer l'orientation du débat. Il devrait aller contre la volonté du peuple. Le ton était un peu menaçant. Mais Apla lui a dit, mais monsieur, ici, je suis le maître de l'affaire et la fonction publique. Et vous êtes invité ici. La fonction publique dans laquelle vous êtes ne vous permet pas de faire ça. Trêve de réminiscence. Et de très bonnes. Non, c'est pour dire. Belles réminiscences. En fait, on va y revenir. C'est pour dire aussi, on va faire une émission peut-être en décembre, une émission spéciale. Oui, c'est pour dire, on n'attendra pas décembre. On n'attendrait pas décembre. En fait, c'est pour dire aussi à ceux qui nous écoutent, on n'apprend rien à personne. Mais, ce métier, c'est tous les jours qu'on l'apprend. Vous allez dans les écoles, d'accord. Mais quand vous quittez l'école, quand vous vous formez théoriquement, c'est d'abord chacune de ces figures que nous citons ou qui sont devant vous, qui deviennent une université pour vous. Oui. Vous tirez quelque chose de ça. Et il y a des gens gens journalistiques dans lesquels il y a des gens qui sont vraiment restés des sommités. Ouais. Et donc, à partir de là, il faut se rapprocher de ces personnes-là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire du journalisme sportif, sans chercher à savoir ce que ça a été les Jean-Luc Aplogan, ce que ça a été Alex Chodaton, ce que ça a été je ne sais pas si vous oui, absolument, Charles Nobre, oui. Comme Angers Maniani, qui d'autre, Moufliadi. Merci. Alors, Julien Titi, revenons à l'essentiel d'aujourd'hui, puisque, franchement, on vient de passer, une bonne dizaine de minutes. C'est pas grave, nous avions l'habitude de passer du temps à rentrer dans notre émission avec des blagues. On n'a pas l'impression d'en avoir dit trop, hein. Non. Franchement, je présente mes excuses aux auditeurs qui, en tout cas, prendraient mal. Moi, ces excuses, je les présente pas parce que je pense que nous avons besoin de rappeler aux gens aussi que ce métier, il y a des gens qui ont construit. C'est pas le propos du jour. Des gens qui ont écrit l'histoire de cette profession. Merci beaucoup. On va retomber très rapidement dans une, tristesse, ne serait-ce que quelques secondes, puisque la commune d'Abomey-Calavi a quand même perdu son tout premier maire, Liamide Fouenou-Dedravo. Liamide Fouenou-Dedravo, paix à l'âme de l'illustre disparu, parce que il a été illustre dans tous les sens. Il a vécu des moments de gloire dans l'action publique, mais il a vécu également les étreintes et les vicissitudes de la vie publique et politique. Tout ça va de pair en fait.
D'abord, il a fait les grands moments du PRD. Le PRD qui lui a permis de se faire élire. Absolument. Et ça vous dirait de revenir un peu sur cette circonstance particulière quand même, parce ils étaient deux, juste, au niveau de la mairie, au niveau de la commune, d'abord qu'elle avait être élu. Et il devient maire. Et il devient maire. Comment ça se fait? Non, alors que la Renaissance du Bénin, qui s'en était sortie avec une bonne douzaine de conseillers, n'a pas pu avoir quelqu'un. Donc, je pense que c'est deux facteurs fondamentaux. Et ça, c'est resté ainsi en politique. Il y a d'abord que même si vous êtes en infériorité numérique, on vous connaît de la carrure du contenu, d'accord? Et si vous êtes un bon contenant vous-même, l'allure, la posture que vous avez et vos capacités à dominer les tractations, donc pas ce que tout le monde voit. Qu'est-ce que vous êtes dans les coulisses? C'est quoi votre carnet d'adresse? Maintenant, ensuite, donc, je cite les deux facteurs d'abord. Le deuxième facteur, c'est le phénomène du troisième larron. Quand les groupes les plus puissants dans le conseil se battent et ont pratiquement des forces similaires égales, se neutralisaient, alors il fallait chercher le troisième larron. Mais c'est ce qui s'est passé, qu'a continué à se passer lorsque Georges Bada est venu à Aboumé Calavi à la tête de la mairie, lorsque même celui qui est là maintenant, Angelo Awandinou, pour ce que j'ai entendu, pour ce que j'ai suivi un tout petit peu, je pense qu'il y avait des clans qui se battaient, qui ne voulaient pas, au sein du même parti politique, ne voulaient pas entendre raison. Voilà, donc il y a des arbitrages qui se font et finalement, on va voir quelqu'un qui a de la qualité également, qui peut tenir l'affaire pour dire, bon, ok, pour qu'il ne soit pas dit qu'une partie parmi les deux qui se battent a été soutenue contre l'autre dans la même famille politique, eh bien, on va chercher celui-là. Maintenant, De Dravo, c'était... C'est dans ces circonstances-là que De Dravo, a été élu quand je parle de tractation... C'était à la surprise générale. Oui, mais la politique, c'est aussi, et surtout les surprises. La politique, c'est pas mathématique. C'est-à-dire que vous pouvez dire, telle que la configuration est là, ben voilà, ce que c'est pas comme la Cour constitutionnelle où beaucoup de gens, 9 personnes sur 10 disaient, c'est des hauteurs sous ça qui sera là. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté parce que, on y revient tout à l'heure. Parce que la configuration était comme, bon, le professeur et puis, ses étudiants de élèves. Bon, voilà. Donc, bref, et puis le parcours que ce monsieur a eu aussi, ce qui l'a caractérisé, c'est qu'il est resté assez endurant sur la scène politique, assez résilient, donc, et un peu d'humilité également, parce beaucoup d'humilité. Il a été maire, après adjoint au maire, il a fini CA. Je crois même qu'il a été l'un des plus âgés. Voilà. Du conseil communal. Et il a continué, je me demande s'il n'a pas été le plus âgé jusqu'à la fin, là. Vraiment. Parce qu'il a continué, il doit, si Ousougada était encore là, je dirais que les deux vont se disputer, donc, le poste de doyen d'âge. Mais il a continué à se battre. Il était encore en fonction de chef d'arrondissement de Ouedo, je crois. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, bien au-delà près de 80 ans, je crois. 84 ans. 84 ans, donc plus. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il a il a fait le bon combat. Et je pense aussi que ces dernières années, ça n'a pas été de tout repos, de toute joie pour lui. Il a eu une escale en prison. Voilà, il y a eu cette tache noire qui est venue un peu vers la fin. Oui, et beaucoup disent qu'il n'a pas, digéré ça. Il n'a pas digéré ça. Il n'a pas réagi positivement. Oui, mais c'est normal parce que quand vous avez fait le parcours qui a été le sien et que vers la fin, pour ceux qui collent à toutes les autorités qui dirigent Aboumé Calavi, qu'elles soient reconnues officiellement coupables ou pas, et on dit ils sont dans les affaires domaniales. Et quand vous êtes autorité publique, vous signez des choses. Vous pouvez même signer des choses de bonne foi. Après, ça se retourne contre vous. Un document qu'on vous présente, je ne dis pas que c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Un document qu'on vous présente, dont vous vérifiez avec vos capacités, et en ce moment-là, l'authenticité. Vous êtes en face de gens à qui vous faites confiance, qui font les démarches comme cela se doit en principe, qui vous ramènent des documents que vous devez signer. Vous avez parfois des gens insoupçonnables qui sont de hauts responsables dans des institutions aussi, et qui
vous disent, mais allez-y. Parfois même des autorités supérieures qui vous donnent des ordres que vous exécutez. Après, ça se retourne contre vous et devant la justice, on vous dit que même si vous avez commis des impairs collectivement, la responsabilité individuelle au pénal vous incombe. Vous avez vu ce qui est arrivé à Georges Bada, je ne le dédouane pas. Il a dans ce procès qu'il a conduit à la criette, il a dû citer beaucoup d'autorités en disant j'ai reçu des ordres et tout. Mais tous ne s'en sont pas sortis avec les mêmes infortunes. Il y en a qui n'ont pas goûté à la mère expérience de la prison. Je ne me plains pas pour eux parce que il faut pas souhaiter la prison pour quelqu'un. Mais lui, il a dû faire l'expérience de la prison. Il a dû trouver un moyen au détour de maladies réelles ou irréelles pour se sauver, de se tailler, quoi. Voilà, pour se sauver. Et puis quelques jours avant, pratiquement l'avant-veille de ce jour-là, c'est celui qui a été son secrétaire général, Sébastien Keshikluno, je crois, oui, qui est décédé à l'hôpital. Parce que lui aussi il était impliqué dans l'affaire, il était en détention également, il était malade, il est mort comme ça, et il paie à son âme également, parce que voilà quelqu'un aussi que je trouvais, que j'avais connu comme ça, moi, au cours d'une formation que j'ai eu à donner, je crois en 2000, les élections communales qui ont précédé celles qui sont passées la dernière fois, je crois, où je devrais former tous les candidats FCBE qui devraient aller aux élections là sur la prise de parole en public et l'animation de campagne. Bon, j'avais été sollicité par quelqu'un qui a eu des ennuis judiciaires aussi en tant qu'adjoint au maire à Dimi. Voilà. Et donc c'est là où je l'ai connu. Il était autorité de la mairie, mais il avait suivi religieusement ce qu'on dit, il posait des questions. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que j'apprenne ses ennuis avec la justice, qui me voit n'importe où, il me disait mon professeur. Mon professeur, je dis non, mais je ne dis pas ça. Il dit non, qu'il y a des choses, lui il a été à l'école, il a les lois, il travaille, il est autorité, mais qu'il y a des choses qu'il n'avait jamais entendues. Il ne savait pas que quelqu'un pouvait détenir la clé comme ça pour l'aider à dénouer un certain nombre de choses, de situations qui lui arrivaient et tout. Et après que j'apprenne que quelqu'un comme ça, qui est si méticuleux, qui est si humble, qui est si visiblement correct, vous voyez, c'est sûr que tous ceux qui se retrouvent dans des situations bizarres, en étant en position d'autorité publique, ne sont pas forcément et au degré indiqué dans les sentences coupables. Mais il se fait que la justice ne traite, ne décide d'une sanction, d'un verdict que sur la base des éléments qui ont été reversés au dossier. Et quand la justice, le juge, écoute les parties, revoit les dossiers qui sont il regarde à la lumière de la loi et à l'étape où il en est. Et quand les droits de la défense sont respectés, on leur a demandé, on a fait les débats, on leur demande de faire la plaidoirie qu'ils font. C'est comme si un avocat n'amène pas, par exemple, toutes les preuves qu'il faut. Ou bien, en face, on en amène plus. Ou bien, au moment où on a amené des preuves d'en face, ces preuves, à l'étape actuelle, sont les plus fiables. Et après, il est permis même à un juge de juger selon son intime conviction. Bon, donc, il y a tellement de facteurs qui arrivent, qui interviennent dans un procès pour que parfois vous ayez l'impression que celui mais il a donné toutes les preuves, il devrait être acquitté, relaxé au bénéfice du doute ou tout au moins innocenté, mais après c'est lui qui va en prison. On ne sait jamais. Mais que Dédravo a été en prison à cet âge, ça doit l'avoir suffisamment affecté parce que lui, il était dans la phase où on commence pas à se dire, ben voilà, les enfants, on a envie de rassembler la nouvelle génération, de leur dire, ben voilà comment nous avons fait pour... J'ai accompli ma mission. Donc c'est comme si une petite tâche vient salir tout ce que vous avez fait toute votre vie. Mais je finis en disant, tout le monde ne regarde pas ça à l'aveuglette. Des gens comme nous sommes là maintenant à regarder son parcours avec beaucoup de circonspection. On ne mélange pas tout. On ne dit pas que pour avoir eu ses ennuis avec la justice, on soit de sa vie. Le tamis qu'il faut. Voilà. Mais c'est comme si vous prenez le parcours d'un autre qui n'est plus lui aussi. Albert Tévoedret, tout son parcours
il y a eu ses hauts et ses bas, mais il y a des faits d'armes. Il y a l'intellectuel Albert Tévoé-Edré, à qui vous pouvez pas dire que qui a impacté tout il le n'a pas, il n'a pas apporté et le monde entier par son discours de Voilà. fin, de son discours de clôture, on va dire, de la conférence de la nationale. conférence nationale. L'historique conférence. Il fallait être Albert Tévoé-Edré pour pondre ce discours-là. Et puis son fameux concept de minimum social commun, ça s'était sorti d'un génie qui ne pouvait s'appeler que Albert Tévoé-Edré. 20 000 emplois par an. Bon, voilà. Et toutes les fois que on pensait que ça avait tari chez lui, il ressortait autre chose. Julien Titi, est-ce que vous pensez quand même pas que la commune d'Abomey-Calavi devrait immortaliser son maire, le tout premier? Oui, la commune d'Abomey-Calavi devrait le faire. C'est une suggestion Oui, que nous faisons la commune au conseil communal. Oui, la commune d'Abomey-Calavi devait le faire. C'est déjà de lui rendre hommage. Je crois que le maire Angelo Évariste Awandino est en train de le faire. Selon les informations que j'ai eues. Il y a eu cet hommage national. Voilà, très bien. C'est déjà bien. Qui doit être rendu par la commune. Oui, c'est déjà bien de commencer par là. D'accord. Et Monsieur Armandi nous fait bien de le faire. Il est jeune. Ceux-là, c'est comme dans notre sociologie. On dit quand vous avez un grand frère sorti du même ventre que vous, eh bien vous le respectez dans certaines situations. Vous donnez la voix prépondérante parce qu'on dit souvent, je fais une traduction littérale, c'est lui qui vous a ouvert le chemin. C'est lui qui a permis que vous veniez. Il est certainement venu en éclaireur pour voir s'il y a un danger par ici. Chez nous, on dit c'est lui qui a donné le dos. Voilà, vous êtes venu. Donc, il a donné son dos pour que vous montiez là-dessus, pour que vous ne viviez pas les mêmes difficultés que lui. Donc, tout, que ce soit, c'est Liamidi Dedravo qui l'a fait d'abord, les autres sont venus après, et puis aujourd'hui, lui, il est là jeune. Donc, merci au maire d'Abomey-Calavi de l'avoir fait. Maintenant, la question d'immortalisation, dont, vous parlez, et pour mettre quelqu'un comme ça de grand, il le mérite, mais pour le mettre dans l'immortalité, eh bien, il y a 1000 manières de le faire. Est-ce qu'il faut baptiser un stade comme ça? Est-ce qu'il faut il faut faire une statue? Est-ce qu'il faut baptiser des infrastructures? Est-ce que il faut prévoir un événement annuel qui appelle son nom? Voilà, autant de choses qui peuvent être faites. Mais là encore, pour le faire, ce n'est pas la volonté du maire lui seul. C'est peut-être les anciens maires, tous qui doivent se revoir, les autorités, les hauts dignitaires, encore les dépositaires de l'histoire de la cité de Fofo-Djaka. Donc, pour voir. D'accord? Parce que dans Abomey-Calavi, je vous dis pas, c'est beaucoup de susceptibilité également. Si on ne concerte pas toutes ces sensibilités-là, on va faire quelque chose pour quelqu'un bien qui le mérite. Après, vous allez entendre des histoires du genre, il y a eu quelqu'un qui est le méritant, voilà, ou quelqu'un qui est autochtone, l'autre qui est allogène, quelqu'un. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ces problèmes-là, on peut les éviter si on fait suffisamment de concertation. D'accord? Personne à Abomey-Calavi ne peut dire que Liamidi Kouenou Dedravo n'a pas eu du mérite en étant servant de cobaye à la décentralisation. Oui, parce que après le sous-préfet, le dernier qu'on a eu là-bas, c'était Humpé ou oui, c'était Humpé. Si j'ai bonne mémoire. Et bon voilà. Donc si lui il avait tout dézingué, on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir les autres. Mais chacun a fait avec ses hauts et ses bas. C'est une bonne idée. Et je pense que les personnes indiquées vont y réfléchir. Nous sommes là pour observer. Si c'est fait et bien fait, on le saura. Il faut pas surtout que les gens s'empressent, se précipitent pour le faire en allant ériger des statues que moi je dis à la con, parce que vous avez parfois on est pressé d'immortaliser certaines personnalités, on va faire des statues là où il faut pas le faire, on va donner ça à des artistes qui décident mal la personne, la personnalité. Je ne veux pas donner d'exemple parce que je ne sais pas qui a fait statue de Mathieu Kérékou à Nati-Tingou. Je finis pas le dire, mais je dis on peut faire mieux, comme en excuse. Merci, Julio Kiti. C'était notre hommage, à ce tout premier maire de la commune d'Abomey-Calavi, qui était quand même
un ami de la presse. Oui. Moi, particulièrement, je sais que j'ai eu quand même beaucoup de relations particulières avec lui. Voilà le monsieur qui vous appelle et qui a envie de discuter avec vous. C'est ça d'ailleurs le bon comportement. C'était le côté affectueux de l'homme. Non, c'est d'abord aussi un comportement d'un grand homme d'État, d'un bon acteur politique. Vous avez de grands hommes dans le milieu politique et l'espace public que vous voyez dans le monde entier. Ils ont des amis qui sont parmi des journalistes de renom, des journalistes qui ont de la compétence, et ils ne les appellent pas toujours simplement parce que ils doivent communiquer ou ils doivent commander des articles ou bien ils doivent bénéficier de quoi que ce soit. Non. Je connais des hommes politiques qui sont capables d'appeler un journaliste ami pour dire on soit à Paris, on soit dans ma ferme, on est là, mais on discute. Chez nous on dit enfant à Ivobi, on discute au moment où. Donc quand vous discutez, le journaliste c'est pas que celui que vous voyez, un bon journaliste ce n'est pas que celui que vous voyez présenter le journal à la radio, à la télé, écrit dans la presse et tout au quotidien. C'est aussi quelqu'un qui a une vue extrêmement large de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il observe. Il est au centre de beaucoup d'intérêts, de beaucoup d'idées qui se choquent et s'entrechoquent. Donc que vous parliez avec celui-là. Et il y en a qui ont ces acteurs politiques, il y en a qui ont l'humilité d'appeler de ces journalistes-là, qui ont une grande capacité d'analyse, de leur demander mais qu'est-ce que vous pensez de moi, qu'on fait le bilan par rapport à telle chose, c'est ça. Et puis quand vous savez que celui-là, il a vraiment envie de vous écouter, vous lui parlez sincèrement. Donc vous entretenez ces gens d'amitié, ça permet de s'améliorer et ça permet de rester, d'avoir une grande longévité politique. Ceux que vous voyez qui durent sur la scène politique sans sombrer totalement, allez chercher, vous allez toujours constater que c'est pas des gens qui rencontrent les grands journalistes seulement au détour des conférences de presse ou sur les plateaux de télé ou dans les studios radio. Voilà. Et c'est d'ailleurs vous avez lu l'hommage que notre confrère Hilarion Kenyon lui a rendu. Et il n'a pas hésité à dire comment ils étaient vraiment intimes, ils étaient très amis. Il n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler qu'il lui arrivait même de lui réserver une belle chambre quelque part dans un hôtel chic de Cotonou, luxueux. Et il a dit il y avait aussi des commodités dont il ne voulait pas parler dans son hommage. J'aurais aimé l'avoir ici pour qu'il nous dise. Il devait y être. Il me l'avait promis, même jusqu'à ce matin. Voilà. Il devait y être, mais malheureusement, il a été contraint à d'autres. Et s'il était là, il allait donner l'exclusivité, le scoop à Point 7. De savoir quelles étaient ces commodités. Ces commodités qu'il mettait à disposition. Supplémentaires, mais si essentielles. Qui nous disent comment il en avait usé et abusé. Mais il y a un détail aussi qu'il a signalé, dans son oraison, c'était qu'il était le maire Yamini Redou des Travaux à la base, à l'origine de l'association des journalistes. De l'amicale des journalistes de la commune d'Abomey-Calavi. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Moi, c'est pour montrer toujours la proximité de l'homme avec la presse. Quand moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'espace de la commune d'Abomey-Calavi, quand je suis venu, je suis venu tomber donc dans l'amicale là et que Kenyon dirigeait. J'avais jamais su que, par exemple, le premier maire d'Abomey-Calavi avait été si proche, si actif dans l'idée, l'entretien de cette idée, l'accompagnement. Il y avait un autre aussi, Placide Azoné, qui était vraiment très proche de cette association-là, qui nous prêtait même son cadre. À Révier. Voilà. Donc, bref, c'est dire que tout ça est positif et il ne faut pas être focus seulement sur ce qu'on appelle en griffe les taches noires. Parfois, lorsque nous fermons les yeux et nous faisons l'exercice de nous remémorer tout ce que les gens ont été de bien, nous voyons qu'ils ont fait tellement de grandes et belles choses que la société pêche à occulter pour n'avoir Dieu que pour les quelques erreurs comme telle-ci erreur il y a. Là, nous allons dire vraiment adieu à notre papa.
tout premier maire d'Abomey-Calavi, et puis perd son âme, quoi. Alors, l'autre actualité cette semaine, c'est quand même la prestation de serment de 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, et puis l'élection. Comme tout le monde s'y attendait, vous l'avez rappelé tantôt, 9 jeudi, le prévoyeur, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, est devenu le président de la 7e Cour constitutionnelle béninoise, la plus haute instance en matière de constitutionnalité au Bénin. Dit-on, c'est vrai, tout le monde le prédisait, mais vous aviez voulu que ce soit une dame. Oui. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Bon, évidemment, j'ai dit si c'était une dame, ça m'aurait fait particulièrement plaisir, mais je n'étais pas non plus en train de dire que si c'était un homme, ça m'aurait choqué. Non. Tous ceux qui ont été désignés pour siéger pour le compte de cette 7e mandature de la Cour constitutionnelle méritent certainement donc leur place là où ils sont. Et à partir de lorsque vous regardez le carnet d'adresse ou le cadre de visite, vous regardez le profil le plus coté, le plus expérimenté parmi eux en matière de le droit, plus pesant, vous voulez dire. Le plus pesant parmi eux, c'est incontestablement le professeur Dorothée Sosa. Et puis pour un pays qui a besoin d'éviter des crises de personnalité, c'est-à-dire qui a besoin d'éviter de confier sa destinée à des gens qui n'ont pas vécu beaucoup de choses, eh bien, Dorothée Sosa, oui, ça peut faire l'affaire. Il sait ce que c'est que d'être ministre de la République, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de la justice, garde des Sceaux. Il a été président d'une cour sous-régionale. Il a formé, je crois, à la Cour régionale de l'Ouada. Voilà, il a été patron pendant longtemps de la chaire UNESCO. Il a donc formé beaucoup de praticiens de chevronnés du droit. Donc la pratique et la théorie et la pratique du droit, il est avocat, il est inscrit au barreau. Donc vraiment, pour ce qu'il a vécu. Et puis, soit dit en passant, c'est lui qui a conduit les travaux du dialogue politique de 2019 organisé dans notre pays pour amorcer une phase décisive de la réforme. Un fameux dialogue, hein. Ben, écoutez, que vous l'appelez fameux ou fumeux dialogue, chez vous qui savez. Même fumant dialogue. Oui, c'est vous qui mettez ce que vous mettez dans la bassine de ces adjectifs. Mais je dis, ça a été déterminant. C'est au terme de ce dialogue-là, par exemple. Ah bon, ça a été déterminant? Oui, ça a été déterminant parce que je vais vous donner un seul exemple. Lorsque, à ce dialogue, il était question de parler de la représentation du peuple à travers les questions démographiques et à travers la promotion féminine, par exemple. Lorsque Madame Claudine Afiaï-Prudencio, présidente de l'UDBN, a pris le lead de ce plaidoyer pour que on aille vers des formules qui permettent d'avoir assez de députés femmes. Elle était allée jusqu'à dire, mais si c'est pour ça là qu'il faut aller même vers la révision de la Constitution, il faut le faire. Ben, celui qui présidait les travaux, vous savez, ce sont les acteurs politiques qui parlaient. Mais lorsque vous présidez ces genres de travaux, et vous êtes Dorothée Sosa, vous avez comme rapporteur Victor Tokpanou, il y a quelque chose que vous influencez quand même. Parce que vous regardez les choses avec les yeux du technicien, mais du politique également. Vous voyez qu'est-ce qui est important à suggérer après au chef de l'État, au gouvernement, pour envoyer à l'Assemblée nationale comme projet de révision, projet d'amélioration du dispositif législatif. Eh bien, il a dû travailler.
Et certainement, le président Patrice Talon lui fait beaucoup confiance. Son crédit confiance est assez lourd et je pense qu'il a dû influencer beaucoup de choses. Mais regardez, aujourd'hui, même si on n'a pas encore beaucoup de fruits de ça, l'innovation du ticket présidentiel pour que nous ayons une vice-présidente de la République aujourd'hui, ce poste, il va falloir peut-être travailler pour lui donner davantage de contenu. Mais il y a des innovations. Aujourd'hui, vous voyez 29 députés femmes à l'Assemblée nationale. Depuis 1990, on n'en a pas eu. Je ne sais pas si avant ça, il y en a eu, parce que je ne sais pas si je passais dans l'Assemblée révolutionnaire. Je n'ai pas les statistiques. J'étais bien plus jeune, pour ne pas dire gamin. Mais au moins de 1990 à aujourd'hui, j'ai pu regarder les choses. C'est pour la première fois qu'on obtient ça. Il a dû avoir une révision au niveau de l'article 26 de la Constitution. Il faut quand même une première fois à chaque événement. Oui, donc ces genres d'événements qui, sur la base desquels des innovations comme ça se font, on ne peut pas dire que ça a été des rendez-vous manqués. Parce que les dialogues politiques, dans aucun pays, un dialogue politique national n'a jamais obtenu l'adhésion de tous les acteurs politiques. La politique, le jeu politique des sens... C'est sur ce fameux vocable c'est que d'abord vous rangez ce qui n'a pas arrangé le grand monde. Ah, moi, je ne sais pas si c'est le grand monde. Vous savez pourquoi vous parlez de grand monde? La majorité. Moi, je n'ai pas eu Il y a la règle de la majorité et de la minorité. Nous sommes en démocratie. Moi, je n'ai aucune donnée, et je vous défie de m'en donner, aucune donnée, aucun élément qui permet de dire que le dialogue politique de 2019, là, Oui. que la majorité des acteurs politiques, d'accord, étaient dehors. Ah bon? Non. La majorité était à Vous l'intérieur. n'étiez pas au Bénin, alors? Mais j'étais là. La majorité était dedans. La majorité, hein? Oui. D'accord. Mais la majorité signifie que Je vous laisse si on l'entièreté prend, non, et la responsabilité, Oui. de tout ce que vous dites. si on prend le nombre de partis politiques, d'accord, donc les institutions, les organisations politiques, le nombre de partis politiques qui ont participé à ce dialogue politique-là, c'était supérieur à ceux qui ne voulaient pas. Je crois qu'il y avait le parti politique de Houré qui ne voulait pas y participer. Quel autre parti? Vous n'en trouverez que peut-être deux. Ah oui? Deux au maximum trois. Mais le nombre qui était dedans, régulièrement enregistré et actif sur le terrain. Donc vous n'avez aucun problème avec le fait que une bonne partie de ceux qui tenaient le courant opposé à celui qui dirigeait l'État n'y était pas, ça ne vous a posé aucun problème. Ce n'est pas la majorité. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que une bonne partie de l'opposition au régime n'était pas là. C'est différent de une bonne partie des acteurs politiques béninois n'étaient pas là. Et tous ceux qui étaient invités, c'est respecter la constitution du Bénin également, que d'accorder aux gens leur droit de dire, après avoir eu toutes les informations pour participer à ce dialogue, après y avoir été invité, de dire, nous ne pouvons pas y participer, nous ne voulons pas y participer parce que, celui qui est là, nous ne nous faisons pas confiance, c'est notre choix. Celui qui est là, tel qu'il gouverne ça, Vous avez la preuve que tous ces acteurs-là avaient été invités. Mais tous les acteurs politiques, régulièrement, dont les partis. Vous avez la preuve? J'ai la preuve. D'accord. Parce que ça se gère au ministère de l'Intérieur. Passons. Le ministère de l'Intérieur ne regarde pas des considérations politiciennes pour inviter les partis politiques. Non. Julien Kitty, comment entrevoyez-vous la mission et l'exercice de la Cour constitutionnelle, la 7e, qui vient d'être installée? Surtout que l'opposition actuelle ne s'y retrouve pas, ou bien n'y a pas ses représentants. Je tiens, pour répondre à cette question, je me réfère à une phrase du professeur Dorothée Sousa, désormais donc président de la Cour constitutionnelle, dans son discours, quand il prenait le pouvoir à la tête de la haute juridiction, il a dit « Nous allons assumer nos responsabilités ». Quand quelqu'un de son rang dit ça, avec son parcours, son background, ça signifie, je comprends, que tout ce que vous allez regarder comme patate chaude, comme situation de droit, comme situation politique,
qui vont interpeller l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, d'accord, qui régule les questions de conformité à la Constitution, qui régule également l'appareillage institutionnel, eh bien, nous allons exercer notre pouvoir et l'exercer dans l'intérêt de la nation. Vous regardez, on a déjà une situation qui demande de la réflexion juridique, d'accord, et qui est un cas d'école. Une cour constitutionnelle qui s'installe a sur sa table un recours contre sa composition. Contre sa composition. Alors, à ce niveau déjà, ça va discutailler parce que j'imagine, puisqu'on a déjà inauguré avec le passage de Joseph Diogbenou, on a déjà inauguré les séances de plaidoirie à la Cour constitutionnelle. Avant, il y avait les séances publiques. Les réponses étaient envoyées par écrit, mais bon, ils ont inauguré ça. On verra bien comment les avocats vont pouvoir se défendre parce que je présume que il y a des gens, et même la Cour elle-même, qui n'a pas intérêt à ce que des membres qui la composent soient ressortis après. Ce serait inédit, hein, que la Cour la traite un recours pour dire après, bon, on remet en cause la présence de certaines personnes dedans. Mais néanmoins, cette Cour n'a aucun intérêt à simplement évacuer ce recours juste parce que tout le monde s'attend à ce que elle-même, cette Cour ne prenne pas de sa propre main le couteau pour se couper la tête. Mais comme c'est des enseignants, c'est des juristes de haut niveau qui sont là, ils trouveront les arguments de droit. Mais, par exemple, je vous donne un cas. Mais écoutez, est-ce que vous savez que le recours est contre la composition, la désignation de ceux qui sont appelés à siéger à la Cour constitutionnelle. Mais, question que je me pose, après l'installation de la Cour constitutionnelle, jusqu'à l'élection de son président, vous savez que ces membres-là n'ont plus le même statut. Même quand ils ont été désignés, tant qu'ils n'étaient pas installés, ils n'étaient pas encore membres de la Cour constitutionnelle à part entière. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient désignés, la Cour... comment il s'appelle? Amouda Razaki. Amouda Razaki. Mais franchement, je lui présente mes excuses parce que 10 000 fois j'ai envie d'appeler son nom. Vous n'y arrivez pas. Je n'y arrive pas. Ça arrive. Mais il vous comprend. Félicitations à lui, il a fait du bon boulot. Alors, ceux-là sont aujourd'hui membres à part entière de la Cour constitutionnelle. Ils ont un statut plus fort, ils ont été consacrés et devant le chef de l'État. Parce qu'ils ont été désignés. Oui, ils ont été désignés. Parce que la Constitution a dit il faut que le chef de l'État en désigne, que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale en désigne. Mais eux, ils attaquaient les démocrates, ils attaquaient la désignation telle que faite par le bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. Voilà que la Cour antérieure ne s'empresse pas de régler, de vider cette question avant que les gens ne soient installés. Elle ne pouvait pas, puisqu'elle n'avait plus le temps matériel. Non, il n'a écrit nulle part que la Cour ne peut pas traiter. Elle n'avait pas le temps matériel. Ils ne vous ont pas dit ça. Mais visiblement, c'est ce que nous voyons. Bon, visiblement. Combien de semaines se sont écoulées entre leur désignation et leur installation? Il y a eu plusieurs jours, au moins. Il y a des dossiers que la Cour traite. Non, il y a des dossiers que la Cour traite en 24 heures. Tout compte fait. Moi, je ne suis pas en train de les accuser. Mais je dis, pour avoir laissé ça, il crée une situation inédite. Et pour le juriste, le petit juriste que je suis, je dis c'est intéressant. Moi, j'aime analyser des situations comme ça. Je dis forcément quelqu'un va sortir de son génie, une formule, soit au regard de la loi, soit au regard de la jurisprudence qu'il faut aller fouiller, soit au regard d'une invention qui va venir, d'une interprétation qui va venir et qui va devenir une pratique et qui peut conduire même à une législation. D'accord, qui peut conduire à l'Assemblée nationale à légiférer là-dessus. Donc, bref, comment ça va être traité? Est-ce qu'elle va rendre cette Cour-là une décision contre elle-même?
Est-ce que c'est... Ce ne serait pas la première fois. C'est arrivé dans la vie de l'institution. Je ne sais plus si c'était la cour Conception Ouessou ou bien la cour Elisabeth Pouillon, mais elle a été saisie, oui, en tout cas, d'une question par rapport à la validité de l'un de ses membres. J'oublie le nom. Ce membre a été sorti? Bon, je ne me souviens plus exactement de la teneur de la décision, mais il y a eu un cas comme celui-là. Non, la loi permet que, ou bien oblige d'ailleurs la cour qui est là, à connaître du dossier. D'accord? Mais après, vis-à-vis de l'opinion, même si les décisions de la cour constitutionnelle sont sans recours, comment la cour gère ça? Pour moi, c'est intéressant. Voilà, donc, voilà, la question que vous m'aviez posée, c'est comment j'entrevois le travail de cette cour à ce défi. Je dis, c'est déjà ce défi-là de crédibilité. Ensuite, nous sommes à quelques encablures. Je peux me permettre de parler encore d'une élection présidentielle, d'une année électorale. Quelques années. Il reste encore au moins 2 ans. Mais écoutez, vous êtes pressé d'aller à 2026. Nous sommes déjà à mi-2023. D'accord? Ouais. Moi, je pense que vous n'avez même pas 2 ans pleins. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est 2026. Quand vous dites 2026, pour des enjeux politiques, l'année là, pour l'homme politique, ce n'est pas les 12 mois que vous comptez. C'est quelques mois. Ça peut être en janvier, hein. Un peu comme il y a eu le cas pour les législatives passées. Ça va être début 2026, ça c'est clair. Ça va être début 2026, c'est clair. Donc, ce n'est même pas, c'est comme les gens disaient, on allait faire les élections législatives de 2023. Les gens pensaient que c'est 2023 où on est là, c'est le 8 janvier on a mis. Donc, et à tout moment, même la date peut être davantage proche. Parce que tout est possible. Alors, en 2026, on aura également des élections couplées, générales, qu'on n'a jamais pu organiser. Nous sommes dans une phase qui s'impose à nous de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique. Et ça va avec tout ce que cela comporte les fantasmes, on s'extasie à l'idée que il y a de jeunes premiers en politique, mais c'est également avec tout ce que la jeunesse politique amène avec cet art. Il y a les appréhensions aussi. La jeunesse politique qui aiguise mal, d'ailleurs j'ai signé ces derniers jours une tribune que j'ai intitulée 2026, 16 appétits mal aiguisés de la jeunesse politique. D'accord? Je vous en donnerai volontiers copie tout à l'heure. Et je dis, la Cour constitutionnelle va recevoir des recours autour de situations bizarres qu'il faut contenir. Il y a des institutions qui, avec déjà les remous au niveau de l'opposition qui disent on n'est pas représenté. Je vous ai dit, le travail de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas que pour vérifier la conformité des actes avec la Constitution, mais c'est également la juridiction qui régule les rapports entre les autres institutions. Dès que ça va se multiplier, les plaintes pour dire on n'est pas représenté ici, on n'est pas représenté ici. Et dès qu'il y aura des décisions, l'opposition va crier pour dire on n'est pas d'accord parce que on n'était pas là, ils ont pris telle décision. Donc la Cour constitutionnelle doit veiller à ce que cette cour-là, doit veiller à ce que la confiance entre les institutions revienne. Par exemple, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est pas la Cour constitutionnelle qui dicte le fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais la Cour constitutionnelle régule un regard là, parce que tout ce que l'Assemblée produit passe par la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc, si au niveau de la Cour constitutionnelle, la vérification de la constitutionnalité. Voilà, si au niveau de la Cour constitutionnelle, on ne regarde pas les choses avec beaucoup de profondeur, beaucoup de patriotisme, avec beaucoup de circonspection, pour voir très loin, parce que quand la Cour va valider un certain nombre de choses, d'accord, le chef de l'État, si c'est des lois, va promulguer, parce que le chef de l'État, c'est vrai, il a le pouvoir de demander une seconde lecture de la copie qu'on lui envoie, mais l'institution à laquelle le président de la République doit le plus faire confiance, si on a vérifié la conformité avec la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle.
C'est pourquoi pour être président de la République, il n'est pas écrit qu'il faut être juriste de haut niveau. Mais pour être président de la Cour constitutionnelle, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut être juriste de haut niveau. Donc, et le professeur Sousa, et j'en aurais fini, il n'est pas au soir de sa vie. Il a encore beaucoup d'années devant lui. Mais je pense que il est en train de jouer quand même il n'est pas en train de jouer les premières phases de sa carrière. Donc, il a une image à préserver. Et quand vous rentrez dedans, tous ceux qui sont membres là, il y a quelqu'un qui a quitté la Sénat. C'est une expérience. Quand vous quittez la Sénat, vous allez à la Cour constitutionnelle. On s'attend à ce que le travail que la Sénat marchait un peu comme un appendice à la Cour constitutionnelle, qui peut aller contre ce que la Cour constitutionnelle va dire après, mais la Cour constitutionnelle a plus de pouvoir. Eh bien, tout ce qu'il a eu comme acquis là-bas, on veut bien qu'il apporte ça. Et Michel Adjaka, c'est pas n'importe qui. On a vu ses années de gloire avec sa présidence de l'UNAMAB. La maîtrise du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Vous savez que les décisions qui sont prises au niveau des juridictions, mais ça impacte sérieusement la vie politique nationale. La vie sociale. Et la vie sociale. Quand vous avez fait de ces expériences-là, et après il a été directeur de cabinet du garde des Sceaux, quand vous avez fait des expériences, vous venez, on veut que la qualité de ce qui va se produire au niveau de la Cour constitutionnelle s'en ressente positivement. Le professeur Dandy Nyamou, je reviens à cette brave dame qui peut apporter beaucoup, qui, quoique jeune, a de la matière dans la tête. Et nous sommes dans un contexte où la promotion de la femme est mise au cœur du processus de développement. La volonté politique de promouvoir la femme, de faire une promotion qualitative de la femme, eh bien, est manifeste, n'est plus à démontrer. Si c'est dans ce contexte-là que on ne voit pas que, on ne sent pas que quand même, il y a une Dandy Nyamou qui est là, qui a apporté aussi de sa touche de compétence. Moi, j'ai envie de lancer le pari que avec la Cour Sousa, nous ayons la meilleure mandature en termes de qualité de décision, en termes de prise en compte des aspirations nobles et positives du peuple, d'accord, dans le traitement des dossiers. Et bien, j'ai l'envie, la folle envie de lancer le pari que on va avoir la meilleure mandature. Mais tout dépendra de ce que les membres vont faire. Et quand vous prenez aussi monsieur Adjovi qui est dedans, vous savez, la Cour constitutionnelle, la vie nationale, ce n'est pas que les intérêts politiques, ce n'est pas que les intérêts les questions de droit seulement, c'est le droit. Mais c'est également la justice sociale implique également le domaine économique. Donc son expertise. J'allais vous demander, Julien Kitty, et là, ce sera la dernière question pour cette émission. Est-ce que ces gens-là, ces 7 sages qui viennent d'être installés, vous les voyez résister aux intérêts de la couleur politique qui les y à placer? Je vous ai déjà dit, Piggy Ludovic Dagba, ici, que ce sont des êtres humains qui sont envoyés là-bas. Ce ne sont pas des morceaux, des collines de Dassa. D'accord? Encore que les collines de Dassa, il leur arrive de glisser. Est-ce qu'ils seront capables du... Mais ils vont... Vous m'avez nommé, je ne vous reconnais plus. Non, moi je ne suis pas pour ce concept-là de façon carrée. D'accord? Non. Celui qui vous nomme, celui qui vous désigne, il a des intérêts. Oui, il a des intérêts, mais il a une obligation républicaine d'abord, d'envoyer là quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne va pas totalement oublier qu'il est son ami, mais qui va mettre au devant, au-dessus des intérêts personnels, les intérêts de la nation. Parce que quand vous ne mettez pas les intérêts de la nation au-dessus de vos intérêts particuliers, quand la nation est éclaboussée, vos intérêts particuliers là disparaissent complètement. Vous comprenez? Il suffit de réfléchir comme ça et on va pouvoir offrir la part de patriotisme nécessaire qu'il faut. Il arrive que l'intérêt particulier oui. s'impose.
à l'intérêt national. Non, il arrive que... Très régulièrement. Non, attendez, ça vous savez les preuves de ce que vous dites. Vous ne savez pas. Non. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je dis c'est humain. Et nous sommes à la fin de Je vous répète, c'est humain qu'il y ait c'est tentant que des intérêts... Il faut pas céder. Non, voilà. Donc, tout revient à l'éducation, à la formation, à la capacité de résilience et de résistance de chacun face à ces tentations diaboliques. Donc, vous n'êtes pas sûr. De quoi? De ce qu'ils vont réussir, cette résistance aux intérêts particuliers. Non, votre question est vicieuse et provocante parce que je viens de dire que moi, j'ai foi et je lance le pari qu'on aura la meilleure mandature. C'est un pari. Donc, si je dis qu'on aura... Ça ne reste qu'un pari. Oui, et ça reste aussi une foi, l'expression d'une foi. Oui. Donc, celui qui a foi... Qui est la vôtre? Oui, celui qui a foi qu'on aura la meilleure mandature. Vous savez, les mandatures passées, c'est pas dirigé par n'importe qui. Olo n'est pas n'importe qui. Robert Dessous n'est pas n'importe qui. Pognon n'est pas n'importe qui. Mais quand je regarde toutes ces personnes-là, et je dis que j'ai foi qu'on aura la meilleure mandature, ça veut dire que je crois dans leur capacité à résister à toutes ces tentations qui vont vont être susceptibles de les éloigner des intérêts supérieurs de la nation. Merci mais je ne suis pas naïf en disant que voilà, ils sont là, c'est comme il y a un cérémonial qu'ils font et ils disent à ceux qui les ont désignés, ne me dites plus bonjour, non, mais ils vont continuer à prendre du vin ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Julien Kitty. J'adore vos analyses parce que elles, quand même, renseignent assez sur votre foi. Même si, bon, ce n'est pas toujours ce qui s'observe. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous pour le point 7 de cette semaine. À la semaine prochaine. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.